Si les termes all-in, bet ou être en tilt vous parlent, il y a de fortes chances que vous ayez suivi sur vos écrans les parties de poker endiablées commentées par notre invité du jour. Et sinon, vous pourriez bien le connaître à travers ses romans à suspense avec lesquels il connaît autant de succès que lors de sa carrière dans le poker. Surnommé Monsieur le Directeur, Alexis Lebsker nous fait le plaisir de dévoiler un peu son jeu au cours d'une petite escapade, la tête dans les étoiles. Alexis, bonjour et merci de participer à la tête dans les étoiles. Salut David, merci à On va, toi. je t'en Hein. prie, surtout que je te réserve quelques surprises, ce qui pour un joueur de poker est quand même terrible de se retrouver à une table où on n'a pas forcément toutes les cartes en main, et en tout cas on va avoir du mal à prévoir ce qui va se passer, mais ça va être intéressant, on va pouvoir en parler. Justement, les notions de prédiction qui sont un peu essentielles dans le domaine scientifique sont visiblement des choses qui ont un peu comment dire, inspiré un bout de ton œuvre, puisque je sais que tu as un des romans que tu as écrit dans lequel les statistiques Mm. jouent un rôle extrêmement important et en tant que spécialiste reconnu nationalement sur le poker, alors là, on est dans un univers où les statistiques ont aussi un rôle qui est capital. Avant d'en arriver à ta vie d'écrivain, donc j'ai lu que tu avais été journaliste, donc présentateur et commentateur télé dans le monde du poker. Alors, avec un copain, Arsène Mosca, apparemment, tu as même été acteur en jouant ton propre rôle. Ouais. Ça, on pourra en parler. Écrivain, évidemment, donc avec les polars dont on va pouvoir discuter tout à l'heure. Et puis, à travers ton histoire personnelle, tu as été joueur de jeux de stratégie, ce qui est aussi une voie royale pour aller vers le poker, et joueur de jeux de rôle, ce qui est un point que nous avons en commun avec, ensemble avec beaucoup d'écrivains, puisque beaucoup d'auteurs, beaucoup de chanteurs, ce que je disais quand on avait reçu Jean-Luc Bizien, sont passés par le jeu de rôle, parce que contrairement à la réputation sulfureuse qu'ont pu avoir les jeux de rôle dans les années 80, c'est un formidable laboratoire pour développer sa personnalité, mais aussi sa faculté d'adaptation, d'improvisation et de compréhension de ce que sont les autres. Est-ce que tu peux me dire justement comment tu en es arrivé au poker et est-ce que le rapport au jeu de rôle et à la stratégie ont joué un rôle là-dedans? Oui, absolument. Il y a une affinité, tu sais. Souvent on me dit ah, t'es passé du poker au polar parce qu'il y a la manipulation, etc. C'est vrai, mais en fait c'est bien plus ancien que ça. Je crois que c'est en moi cette volonté déjà de maîtriser un jeu, d'essayer de comprendre le mécanisme d'un jeu. C'est une logique, tu vois. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont comme ça. Les gens ils jouent et puis ils ferment la boîte et puis c'est fini. Moi j'essaie de comprendre comment ça fonctionne. Donc il y avait ce premier aspect. Et puis, oui, tout ce qui est stratégie, dans le cas dans le cas du poker, une partie psychologique, intimidation, désinformation, recherche d'informations, etc. Mais tout ça, je l'avais déjà avant, effectivement. C'était sous-jacent dans les jeux de rôle que je pratiquais, etc., dans les jeux de stratégie. Donc, j'étais préprogrammé, si tu veux, pour jouer au poker, pour régler ça. Alors justement, je ne trahis aucun secret, nous sommes de la même année et donc nous avons dû vraisemblablement passer par les Je suis mêmes... plus jeune, hein. Pardon? Je suis plus jeune, quand même. Je trouve aussi. Tu fais plus jeune, c'est vrai. Bon, Tu bah, es écoute, passé... ça, voilà, voilà. On arrête là, c'est bien, hein. Bon, j'ai opté. Non, 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 mais une fois rasé, je fais 10 ans de moins. Le... Quels sont les jeux de rôle justement par lesquels tu es passé et sur lesquels tu as fait tes armes? Parce que ça aussi, mine de rien, ça peut être un révélateur de ce qui t'a attendu après, et dans le poker et dans la littérature. Écoute, mon premier jeu de rôle, ça aurait pu être le dernier, parce que ça a été catastrophique. J'ai été initié par un maître de jeu, qui n'était pas maître de jeu du tout, qui me faisait faire un tunnel, une porte, un monstre, un trésor, un Oh mon tunnel, une Dieu. porte. Voilà. C'est du donjon aléatoire, et au bout de, évidemment, trois salles, j'ai dit, mais c'est vraiment nul. C'est ça le jeu de rôle. Donc c'était Donjons et Dragons, évidemment. Et il savait pas s'arrêter, quoi. Donc c'était que ça. Donc c'était ma première expérience. Et j'ai pris absolument aucun plaisir, je trouvais ça absolument inepte. Et il m'a fallu quelques années de plus, je crois que j'étais encore au collège, pour découvrir un autre maître de jeu, lui, qui donnait une ambiance. Il y avait des trahisons, des enquêtes, du suspense et tout, des pièges. Bon, Donc presque des là, jeux d'aventure en fait, quoi. une aventure, voilà, exactement. Donc c'était de vraiment certainement très naïf pour, si avec mon regard actuel, évidemment. Mais c'était exactement ce qu'il me fallait à l'époque. Et ensuite, au lycée, j'ai récupéré des gens un petit groupe de gens qui étaient passionnés par la même musique que moi déjà, donc ça crée des affinités quand tu débarques dans un lycée un peu strict.
t'as des gens qui ont des affinités, on écoutait tous du heavy metal, hein, donc c'est pas un secret. Donc on avait mis ça J'ai du en mal commun. à t'imaginer avec un t-shirt noir avec Metallica gravé en gros et les cheveux Non, longs. C'est j'avais assez peu de, j'étais un peu le habillé en premier de la classe tout le temps, tu vois. Mais j'écoutais la même musique que les affreux copains, avec les cheveux longs. Et on allait donc au déjà une concert. manière de masquer et de faire semblant et d'être poker face finalement par Ouais, non, rapport à ce c'était qui surtout tu que mes étais. parents voulaient pas. Moi, je voulais me laisser pousser les cheveux comme tout le monde, hein. Mais mes D'accord. parents voulaient pas trop. Et puis, bon, voilà, j'étais dans un milieu un peu bourgeois qui tolérait pas trop ce genre de trucs, tu vois, pour être honnête. Mais oui, d'une certaine façon, ça m'a appris à être, enfin, à montrer ce que je ne suis pas, quoi. Ou à être quelque chose quelqu'un de différent que ce que je montre, tu vois. Et toujours dans Euh, l'univers de Donjons et Dragons ou tu es resté dans le médiéval alors fantastique ou voilà, tu es allé vers d'autres univers? on a fait énormément de Donjons et Dragons. Pas mal de versions, advanced et tout, mais c'est là que j'ai été le plus loin. On a monté des personnages, on a fait des campagnes hallucinantes, mais vraiment, je regarde des souvenirs vraiment dingues. Ensuite, j'ai découvert Cthulhu assez Mhm. rapidement et on a fait beaucoup. On en a refait récemment, on en parlera peut-être avec Henri Levenbrück, là, qui a eu une très très belle initiative. Mais ça, c'est quelques années en arrière. Mais si on remonte aux années lycée, j'ai joué à Cyberpunk, Rêve de Dragon. Et puis, quand j'ai ouvert ma boutique de jeux de rôle, j'ai découvert plein de jeux bien, Cops. Il y avait un jeu qui était, je me souviendrai plus du nom, mais qui était vraiment très très bien. Et puis des trucs qu'on a fait juste des one-shots, c'est pas super, ou voilà. Mais enfin, j'avais une expérience de jeu de rôle, pas experte, mais quand même très avancée. Bah oui, en plus avec la boutique que tu avais ouverte, oui, ça se La boutique, comprend. oui, c'est marrant, c'est que j'ai ouvert la boutique de jeux de rôle à un moment où je ne jouais plus. Donc Ouais. j'étais largué et ça m'a permis de me replonger dedans. Alors j'étais largué pas sur les jeux que j'avais pratiqués évidemment, mais il y avait plein de jeux de rôle qui étaient sortis dont j'avais pas connaissance et bah, ça m'a permis de les découvrir. Votre réactualisé. Et alors, est-ce que tu avais justement dans tes pratiques ou tes envies de jeu Hurlement de Jean-Luc Bizien, qui a été un peu révolutionnaire et même avant-gardiste d'ailleurs. C'est un jeu pratiquement sans dés, avec très Alors, peu de règles, très je m'en narratif. souviens pas pour être honnête. Nous, on avait un werewolf Ouais. et puis Vampire Mascarade, des choses comme Vampire ça. Masquerade évidemment. Ouais. Ouais, Mais je vois comment. auquel j'ai pas trop joué, moi, cet univers-là me plaisait pas trop, tu vois, Toréador, machin. Je suis pas rentré dedans du tout. C'était pas mon univers, les vampires, ça m'a jamais passionné. L'appel Donc de c'était Cthulhu, pas plus? encore à la mode, moi, j'y ai pas joué. J'ai joué à Inaminis Satanis. Ah oui, bien sûr, ouais. Ouais. Voilà, ça me revient. Ça m'avait déjà davantage plu, c'était le côté un peu décalé, quoi. Alors, Bon. tu as parlé de l'appel de Cthulhu, donc qui est un jeu de rôle dérivé des œuvres de notre ami Lovecraft, qui avait quand même quelques problèmes de cauchemar qu'on n'aurait pas envie de partager. Alors, tu sais peut-être, ou tu ne le sais pas, que Lovecraft était astronome, qu'il a été très jeune d'ailleurs astronome. Dès l'âge de 8 ans, il s'est passionné pour l'espace et l'astronomie. Il y a d'ailleurs un lien avec son œuvre qui est quand même énorme, puisque l'espace abriterait des grands anciens qui pourraient venir nous dévorer. Est-ce que quand justement tu jouais à l'appel de Cthulhu, à cette époque-là, est-ce que l'espace a fait à un moment partie de ton imaginaire ou ça n'a pas été le cas? Comme je disais, on est de la même année, donc l'année du premier pas de l'homme sur la Lune. Donc aussi notre génération a baigné avec beaucoup de publications autour de la conquête spatiale et des fantasmes qu'on en avait à l'époque. Est-ce que c'est quelque chose à travers une chose avec laquelle tu es passé à travers ou est-ce qu'au contraire, ça t'a un peu happé l'esprit par moment? Eh ben, écoute, je vais te décevoir, mais ça m'a pas fasciné. Et c'est pas là que je cherchais le plus mon inspiration ou ma peur, tu vois. J'aimais bien, je sais pas, avoir peur de forces obscures, mais dont on ne sait pas exactement d'où elles venaient. Donc j'ai complètement adhéré, par contre, à l'œuvre de Lovecraft avec les grands anciens, comme tu dis, qui venaient de l'espace, etc. Et l'homme qui est une expérience scientifique extraterrestre. Voilà. Moi, ça m'a fait délirer. Mais ça m'a pas ouvert vers une imagination tournée vers l'espace et l'infini ou tu vois. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse plus, ça serait le côté scientifique Ouais. de l'espace. Voilà, est-ce que l'univers est en expansion, le Big Bang, etc. Voilà, c'est des choses qui me fascinent, mais c'est plus mon intérêt pour la science que pour le cosmos en général, quoi.
Alors justement, j'allais y venir parce que tu as dit quelque chose au début qui est extrêmement intéressant. Tu aimes comprendre la mécanique d'un jeu. Mm. Or, l'envie de comprendre, ça dénote d'un certain esprit scientifique. Oui, alors que j'ai pas une formation scientifique du tout, mais je pense que c'est pas incompatible, hein. C'est Ah la non. façon dont on fonctionne. Et après, mes capacités, j'ai pas des capacités scientifiques, tu vois, donc j'ai pas et puis j'ai pas voulu aller dans cette branche-là. Mais je pense que mon esprit est quand même très très rationnel, très ordonné, très prêt pour les sciences, tu vois. Ouais, d'accord. Bah, je vois. Alors justement, comment es-tu arrivé de je tiens une boutique de jeux de rôle, là, je joue au poker, je commande du poker, Ah bah j'ai là, même une préférence du poker. c'est pas la facette la plus difficile à atteindre parce que c'est on est dans l'univers du jeu. J'avais sous la main, moi je voulais monter une partie de poker sur un jeu qui m'intéressait, qui me fascinait un peu. Et dans les années 2000, il y avait personne jouait, enfin, dans les années 90, début des années 2000, personne jouait au poker. Et quand j'ai ouvert cette boutique, j'avais des joueurs, des gens qui étaient comme moi passionnés de jeux, des jeux de stratégie. Il y avait des joueurs de vampires, des joueurs de jeux de rôle, des joueurs de jeux de plateau allemands. Mais on avait tous ce point commun d'être un peu stratège, entre guillemets. Et quand j'ai dit on essaie de se mettre au poker, bon, tout le monde était chaud, mais tout ça, on faire un jeu qu'on essayait. Et je me souviens, on avait du mal à monter une partie par mois à l'époque. Mhm. Et en quelques mois, on faisait 3 parties par semaine. Oui, je Donc vois ça a très pris bien. très vite. Et moi, pour être honnête, quand je jouais avec ce petit groupe, je me disais, c'est énorme, ça va devenir énorme, c'est en train de prendre en pense, je peux pas arrêter les joueurs. Je sais qu'il y a un truc qui est en train de se construire, de se créer, c'est une industrie qui est en train de naître, il faut que j'en sorte. Donc j'ai fait tout ce qui était possible pour prendre le train en marche et faire partie de l'aventure, quoi. Et j'ai eu cette lucidité et cette volonté très précoce, tu vois. Mhm. Donc ça m'a aidé, je sais pas si ça m'a aidé, mais en tout cas, ça m'a permis de comprendre quels étaient mes objectifs à ce moment-là. Ouais, je Donc il y avait vois. le jeu et l'envie d'intégrer l'industrie. D'accord. Et alors avec justement une stratégie mise en place et que tu as suivie, ou alors tu t'es complètement adapté au fur et à mesure Ben, je des me suis situations. demandé ce dont les gens auraient besoin, donc je me suis dit que voilà, et déjà, ils auraient besoin de livres pour comprendre, parce qu'il n'y avait rien, il n'y avait rien du tout en France. Je crois qu'il y avait un bouquin qui expliquait les règles, quoi. Et je me suis dit, bah, il faut que je fasse venir des États-Unis tout un tas de bouquins, que je les fasse traduire, que je les traduise moi-même, et que je trouve un éditeur. Donc j'avais déjà contacté un éditeur qui m'a bon, reçu de façon assez froide. Mais c'est pas grave, je savais que ça marcherait, ça finirait par marcher. J'ai contacté des auteurs américains qui m'ont demandé des fortunes pour traduire leurs bouquins. Donc voilà, je suis un peu passé à côté, puis je me suis fait doubler. Il y a un type qui était plus performant, qui a trouvé les bons auteurs, et qui a manifestement négocié les meilleurs prix que moi. Donc ça s'est complètement effondré sous mes pas. Et au moment où je commence à abandonner d'autres pistes, il y a quelqu'un qui me propose de monter un magazine de poker. Ça me rattrape, ça me remet sur les rails. Et puis là, de fil en aiguille, j'ai commenté des émissions, j'ai animé des émissions, on m'a confié ma propre émission. Enfin voilà, je suis monté en puissance au niveau de la télé. Et on m'a confié la direction de la communication de PokerStars, le plus gros site de poker au monde. Donc ça m'a donné une exposition incroyable. Ah oui, c'est clair. Tu occupes toujours ce poste ou pas? Non, je l'ai Non. occupé pendant 7 ans. Là, c'est du coup le poker devient complètement ta vie. Ouais, complètement, parce qu'en fait, c'est mon métier et c'est ma passion. Donc j'y joue quand je veux me détendre, tu vois. Ouais, je comprends. Quand je travaille pas, j'y joue. Donc je consacre au poker un temps hallucinant. J'ai à un moment, c'est plus le cas maintenant, mais j'ai lu tous les bouquins de poker qui existaient, au moins en France et aux États-Unis. Donc j'avais une culture hallucinante, puis j'ai rencontré des centaines de joueurs, les plus grands du monde et tout, tu vois. Donc c'est toujours pareil, quoi. Que t'enrichis ta base et tu grandis avec, quoi. Et alors, quel est le plaisir que tu prends? Parce que ça doit être deux plaisirs différents, d'être joueur d'un côté, commentateur de l'autre. Ah oui, oui, c'est complètement différent. Oui, c'est complètement différent. Et puis, t'as raison, le plaisir est pas le même, bien sûr.
Alors, quel est le plaisir d'Alexis en tant que joueur et celui d'Alexis en tant que commentateur? Ça En tant que m'intéresse. joueur, tu as une pression, tu as un stress. Quand tu as des enjeux un petit peu importants ou que tu te mets des enjeux un peu importants, ça veut pas dire qu'il y a beaucoup d'argent en jeu, mais tu as envie de gagner, tu vois. Bah, tu t'essaies t'as une pression, quoi, t'as un stress, tu mens, tu passes ta vie à mentir au poker. C'est quand même Mhm. quelque chose qui est pas tout à fait naturel. Enfin, moi, je suis pas particulièrement mytho, tu vois. Donc ça te met dans des situations un peu dingues. Et puis le but, c'est de comprendre comment fonctionne l'autre pour voir jusqu'où tu peux le mener. C'est ça qui est intéressant au poker. C'est pas vraiment comment jouer tes cartes. Évidemment, ça compte, mais c'est comment jouer les cartes de l'adversaire. C'est ça qui est intéressant. Donc il faut essayer de comprendre dans quelle logique il est et ce qu'on peut obtenir ou ne pas obtenir de lui. Ça, Donc, tu es en train de c'est me vraiment dire qu'une partie de poker, ce n'est ni plus ni moins qu'un thriller psychologique, alors. C'est pas vraiment ça, mais c'est pas loin. Tu sais, tout le monde utilise et même abuse du mot bluff. Mais le Mhm. bluff, c'est pas le mensonge. On parle de bluff comme d'un mensonge, de manipulation, et tout, c'est pas ça. Le bluff, c'est de l'intimidation. S'il n'y a pas un enjeu, il n'y a pas de bluff. Je peux te raconter qu'avec ma femme, on revient des Seychelles, on a passé 15 jours formidables, c'était magnifique. Ben, je m'en fous. C'est vrai, c'est pas vrai, en l'occurrence c'est faux, mais c'est pas important. Si je te dis, je reviens des Seychelles et je te mets 1000 euros, tu me crois ou tu me crois pas? Ah, là, ça devient déjà, ça prend une dimension complètement différente. Tu vas essayer de chercher l'information. Est-ce que je suis bronzé? Est-ce que je suis pas bronzé? Enfin, voilà. Donc, le bluff dans la vraie vie, il n'existe pas tant que ça. Et des situations de bluff, il n'y en a pas tant que ça dans la vraie vie. Tu les retrouves presque essentiellement au poker. Donc, c'est une sensation qui, évidemment, est différente et presque inédite. Mhm. Comment as-tu fait la bascule entre, ou pourquoi as-tu fait la bascule entre le poker, enfin ça interdit pas d'ailleurs de continuer à y jouer, et la littérature? Qu'est-ce qui t'a amené à te dire, tiens, maintenant, je vais écrire de la fiction, je vais pas écrire des livres sur le poker ou présenter, je vais écrire de la fiction. Écoute, longtemps, j'ai dit que je lisais beaucoup et que je m'étais mis à la littérature comme ça, enfin à l'écriture comme ça. En fait, je me souviens, c'est pas vrai du tout. Mais c'est pas parce que j'ai menti, c'est parce que je me souvenais pas. J'ai complètement oublié. Et ça m'est revenu il y a pas très longtemps. Quand j'étais gamin, j'avais commencé à écrire un bouquin de justement d'heroic fantasy. Et j'ai fait 2 pages, hein, c'était complètement nul, ça m'avait pas plu. Un peu plus tard, je sais pas quel âge j'avais, j'ai essayé un roman policier. Mhm. Là, j'avais été un peu plus loin, mais j'avais abandonné parce que j'avais pas de plan, j'avais pas vraiment d'histoire, quoi. J'avais plongé là-dedans. Et quand j'étais un petit peu plus âgé, je devais avoir 22 ans, je me suis essayé à la blanche, un truc inéditable maintenant que j'ai du recul, tu vois, un truc complètement, un roman épistolaire à tiroir, enfin bon. Et la vraie fois où je me suis lancé dans un bouquin abouti, bah, c'est le premier qui a été édité avec votre esprit. Et pourquoi? Ben, je pense que j'ai toujours écrit, j'ai toujours eu cette affinité-là, j'ai toujours eu envie, j'ai toujours aimé lire. Alors, certains profs de français très revêches, j'ai quand même réussi à surmonter cet obstacle-là et c'est une question de curiosité, de volonté de s'instruire. Et puis c'est un plaisir, tout simplement un plaisir de lire. Il est rationnel, je pense. Et alors, dans le fait d'écrire, c'est quoi? C'est le plaisir de jouer avec ton lecteur aussi, un peu comme tu le ferais à une table de Alors poker? Ouais. maintenant oui, du coup, c'est tout simplement, mais j'y arrive. Tu vois, j'arrive à créer des personnages, j'arrive à leur donner vie, à leur donner une vie crédible, des dialogues, etc., de me faire exister dans un décor que j'ai pas inventé, parce que en l'occurrence ça existait, mais dans un décor que j'imagine. Et tout ça, ça marche et ça me plaît et je trouve ça fluide et pas trop mal écrit. Ah ben, C'est ben, pas c'est prétentieux important. du tout, hein, c'est pas prétentieux du tout parce que ma démarche était au contraire très humble. C'est que je voulais pas faire de plan parce que je savais pas du tout si j'étais capable d'écrire. Donc j'écrivais pas à pas, un peu timidement, un peu modestement. Et à force d'écrire, je me disais, bah, ouais, en tout cas, moi, ça me plaît. Voilà. Donc je continue parce que ça me plaît, je trouve ça pas mal. Ça a fini par faire un roman et puis qui a été édité, etc. Ah ben, et qui visiblement a bien fonctionné, puisque tu as quand même collectionné les nominations, les prix, et les bons retours de lecteurs, parce que ça a été suivi. Donc, alors, et avec votre esprit, il y a quand même un truc dans le pitch qui m'a un peu amusé, parce qu'on a pas mal de physiciens et d'astrophysiciens qui regardent la chaîne. C'est globalement, faut pas qu'ils traînent chez toi là, hein, parce que les Ouais, il y en cerveaux a quelques-uns. Il y en a des quelques-uns qui ont scientifiques, mal fini, ouais. ouais, qu'on mal fini. C'était, qu'est-ce qui t'a amené à tuer des scientifiques à la chaîne? C'était ton scénario pur, ou est-ce que c'était pour toi Ouais. justement un moyen d'aller explorer un peu la science et ce qu'il pouvait y avoir autour? Non, c'est le scénario qui voulait ça et ça m'a confronté à une première difficulté, c'est est-ce que je pars sur la science ou pas? Mhm. Moi qui suis novice, même pas novice éclairé, un novice.
Et je me suis dit, si je pars là-dedans, je vais dans une impasse parce que premièrement, l'immense majorité des gens qui sont pas scientifiques, qui n'ont pas de connaissances scientifiques, vont être largués. Sauf, deuxièmement, ceux qui sont concernés, qui savent, qui vont dire, non, mon petit gars, c'est pas tout à fait ça. Ouais, c'est Donc, je risqué. suis hors sujet dans les deux catégories et je me suis dit, non, on va être humble, on va se dire on va parler de science, on va laisser ça de façon très vague. Et puis ça sera pas plus mal. Et effectivement, je pense que c'était le meilleur choix. Alors après, avec votre esprit, il y a eu Les Poupées, Le Mangeur d'âme, qui va sortir incessamment au cinéma. Oui, le 3 avril. Alors avec un casting qui m'a l'air propre, c'est peu de le dire. Ouais, Virginie Ledoyen, Sandrine Bonner et Paul Ami. Paul Ami est très peu connu en France. Enfin, c'est quelqu'un qui joue très très bien, un garçon brillant, qui a été nominé au César du meilleur espoir masculin. Mhm. Je pense que voilà, ouais, c'est un très beau casting effectivement. Ah ouais, ouais, c'est très très bien. Et donc, dernier roman en date, c'était Hurlement. Hurlement, ouais. Quelles sont justement tes actualités là dans les semaines, mois qui viennent? Alors la suite, enfin pas la suite, mais la continuité des aventures de Venturi, commissaire Venturi et Mentalo, la jeune psychocriminologue, ça va s'appeler D'entre les morts, ça sort chez Michel Lafon début avril, première semaine d'avril aussi. D'accord. Et puis la sortie du poche, Hurlement en poche, tout ça la même semaine, voilà, tout ça après je suis débarrassé. Donc le mois d'avril sera le mois Alexis Lebsker, c'est à peu près sûr. Tu risques d'avoir quand Ah, même beaucoup de tournées, beaucoup de salons, j'imagine, et de dédicaces prévues également. oui, ben j'ouvre avec Quai du Polar, je fais pas le moindre des salons, et puis ensuite effectivement c'est un petit marathon de tournée et tout, mais c'est vraiment toujours un plaisir. Souvent les gens sur les salons ils me disent bon courage, hein. Bon courage de quoi? Il y a des gens ils bossent à l'usine, ils découpent des poulets congelés à 6 heures du matin. Moi je signe des livres quoi. Je parle à des gens qui sont bienveillants parce que sinon ils viendraient pas me voir et on parle bouquin, le courage non franchement j'en manque pas, hein. C'est pas du tout une torture. Non, c'est plutôt énergisant, même Bien je sûr, suis bien d'accord. Alexis, si tu veux bien, on va te confronter à trois images du cosmos ok. prises par notre équipe qui vont te permettre de peut-être découvrir ce qui se cache un peu là-haut, même si parfois je t'ai choisi quelques images qui peuvent être un peu cthulhuesques. Tu vas pouvoir voir Oula. ça. Alors, Alexis, nous avons en première image un objet qui a été catalogué sous la référence LDN 1235, ça n'a aucun intérêt, mais qu'on appelle aussi le requin Je de te fais confiance, Céphée. monsieur Lely. Pardon? Je te fais confiance. Et qui s'appelle le requin de Céphée. Alors, tu vois, fais-moi confiance, puisque là, je ne bluffe pas, mais on en parlera tout à l'heure. Le requin de Céphée, c'est un nuage moléculaire qu'on trouve dans la constellation de Céphée, comme son nom l'indique, qui se trouve, alors c'est un objet qui est très proche de nous, puisqu'il se trouve à 650 années-lumière, et Ouais, qu'il mesure ok. 15 années-lumière de longueur, grosso modo. Alors, pour te donner un ordre d'idée, le système solaire globalement est considéré comme mesurant à peu près une année-lumière. Voilà, c'est vraiment on est aux confins du système solaire, de la zone d'influence du Soleil. Tu imagines qu'il en faut 15 pour traverser la diagonale de cet objet. Alors c'est vrai qu'après, le côté requin peut effectivement apparaître. Tu verras que les astronomes utilisent beaucoup la pareidolie, c'est-à-dire la faculté de l'esprit humain à voir des formes et à les reconnaître. Et il faut quand même savoir un autre truc qui est assez rigolo, c'est que ce nuage-là, donc qui est quand même très 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 important en volume, est composé de molécules qui ont à peu près la densité de la fumée de cigarette. Alors c'est le genre de choses qu'on peut photographier, je ne dirais pas aisément, mais qu'on peut photographier de chez soi, depuis la Terre, sans bénéficier d'un télescope type Hubble. Ah bon? Ah Ah oui, ouais. oui, oui, mais avec du matériel quand même. Alors pas plus haut de gamme que ça, non. Non, non. Ouais. Non, non, c'est tout à fait faisable. Alors, tu sais, tu disais, j'ai pas forcément la culture scientifique, etc., mais à l'instar de tout ce que tu m'as décrit et que tu as appris, ça s'apprend, en fait, tout simplement. Donc, est-ce que ce requin t'inspire des choses? Bah écoute, il m'inquiète un petit peu, parce qu'il me Toi qui ramène parlais de la à... peur avec Toulouse et Mais non, mais pas le requin lui-même, mais ouais, non. les dimensions, quoi. 15 années-lumière, tu vois, c'est 300 000 km/s, la lumière, c'est ça? Ouais, Donc, c'est ça, ouais.
Une 15 années-lumière, enfin, c'est complètement fou. Et en même temps, toi, pour toi, c'est pas du tout impressionnant, quoi. Alors, l'objet est impressionnant à voir d'un point de vue visuel. Par contre, c'est pas tellement pour moi, mais si tu ramènes ça aux dimensions de l'univers, c'est que dalle. C'est absolument Ouais, rien. Mais c'est vraiment rien. C'est pas une blague. Ce qui d'ailleurs peut en rajouter sur l'insignifiance de la Terre dans l'univers en tant que tel, même si elle est capitale, parce que pour l'instant, c'est le seul endroit qu'on connaisse où il y a de la vie. En tout cas, une vie carbonée, intelligente vivante, comme la nôtre. organisée. Voilà. Mais c'est Victor Hugo, on parlait de littérature. Victor Hugo disait celui qui a vu une étoile ne revient jamais. J'en atteste. Quand j'ai commencé à regarder un peu l'espace, parce que je travaillais sur un thriller sur la privatisation de l'espace, moi, il y a 5 ans, je Ouais. suis tombé sur des photos prises par des amateurs dans le cadre de collaboration avec des professionnels ou dans le cadre amateur pur. Et ça a été fini, quoi. J'ai posé le clavier, j'écrirai plus. Enfin, je vais faire autre chose. C'est marrant que tu m'entraînes sur ce thème-là parce que j'allais le dire et ça me paraissait en même temps complètement banal, tu vois. Mais quand tu vois ce genre de photos, tu te dis qu'on est en train en ce moment de se battre pour quelques centaines de kilomètres carrés. Alors celle-là, je te l'ai choisie pour deux raisons. Première raison, c'est notre année de naissance commune. Deuxième raison, c'est alors justement l'imaginaire lié à ta passion du poker. C'est la lune, non? Absolument. Ok. Mais mon passion du poker. Ouais, ouais, oui, le poker, c'est une idée. On se fait une idée très nocturne du poker, très interlope du Ne devrait pas poker. t'inquiéter, mais il y a des routes et des pistes d'atterrissage, quoi. C'est clairement, Alors, eh ben, figure-toi d'un truc, c'est que, et c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles pas mal d'abrutis pensent qu'on n'est jamais allé sur la Lune ou essayent de le faire croire. Aucun télescope depuis la Terre n'est assez puissant pour permettre de voir le module lunaire qui est posé dessus. voilà. Ouais. C'est quand même louche. Ce qui est bah, bizarrement oui et non, parce que c'est quand même d'abord assez loin, et puis c'est tout petit par rapport à la Lune. C'est-à-dire que là, le moindre cratère que tu vois est quand même assez costaud. Et oui, j'ai choisi la Lune parce que le poker, c'est dans l'imaginaire collectif et souvent véhiculé par le polar et le polar au cinéma notamment. C'est une activité nocturne, c'est une activité un peu cachée. Ça fait quelques années que ça a droit de citer, mais enfin, ça a longtemps été très sulfureux quand même. Ouais, ouais, Je moi, parle c'est bien dans marrant parce que l'imaginaire collectif. là, l'imaginaire collectif, moi, bon, les premiers pas de Lune sur la Lune, évidemment, j'étais beaucoup trop jeune. Donc, ça fait partie de mon éducation, voilà, la météo sur la Lune, tout. Et après, je me suis dit, les théories du complot m'ont beaucoup amusé. Et je me suis dit, c'est très rigolo que ça soit pas vrai, quoi. Ouais, qu'on Non n'y pas soit que vraiment pas allé. Ouais. j'y ai adhéré, mais tu vois, je me dis, si ça n'avait pas marché, qu'est-ce ils avaient probablement prévu quelque chose. Et ça m'a fait énormément marrer de me dire qu'il y a des gens qui se disent, non, non, ils y sont pas allés et qui essaient de trouver des trucs et tout. Et c'était mon initiation à la théorie du complot. Moi, c'est par là que j'ai commencé. Alors ouais, Et ah ouais, alors, ça peut vraiment, figure-toi que tu as une très belle série qui existe là-dessus, qui n'est pas de l'ordre de et si on n'était pas allé sur la Lune, mais qui part du postulat que les Américains n'ont pas été les premiers, mais que les Russes ont été les premiers. C'est une série ouais, qui passe sur Apple TV qui s'appelle For All Mankind et ouais, qui te raconte dans les années 69-70 ce qui se passerait ou ce qui se serait passé dans une Amérique battue par les Russes dans la course à l'espace. Et puis, dans les trois autres saisons, eh ben, tu vas passer sur les années 80-90, mais ça te montre comment l'émulation autour de la course à l'espace ne se serait pas arrêtée et comment la technologie humaine aurait accéléré finalement son développement du fait de cette course à l'espace. C'est brillant, c'est merveilleusement interprété, c'est très psychologique. Il y a des histoires d'espionnage enfin, qui sont assez passionnantes. C'est quelque chose qui pourrait t'intéresser. Et donc là, ce que tu vois, c'est une version de la Lune où on a un petit peu poussé les saturations pour qu'on voit apparaître des couleurs et surtout des différences de texture sur la Lune. Mais c'est vrai que quand vous êtes au poker, globalement, même s'il fait nuit, vous n'avez pas trop le temps de jeter un œil dehors. Vous avez le droit de temps en temps de sortir prendre l'air peut-être, ou alors non, il faut rester dans l'étui. il faut prendre l'air, surtout quand ça se passe pas bien. Il faut prendre une pause, bien sûr. Il faut aller s'aérer l'esprit. Ouais, Mon cher directeur, je vais finir cette section par, enfin cette interview, pardon, par un petit jeu auquel je vais te soumettre, et auquel les camarades se sont soumis, et dont je te demanderai de ne pas évoquer l'existence à tu d'autres peux me faire camarades de la confiance. Ligue de l'Imaginaire, mais ça, je te fais confiance. Ouais,
Je vais te poser quelques questions dans ce que j'appelle le quiz du traître. Je vais te poser Ça quelques commence questions bien. Ça commence sur la bien. connaissance de l'univers. Alors, à chaque fois, je garde une ou deux questions un peu similaires avec un autre auteur pour qu'on puisse voir ce que vous êtes capable de vous infliger pour essayer de trouver la bonne réponse. Tu comprendras pourquoi. Voilà. Et donc, la première question, on l'a évoqué tout à l'heure au niveau des distances. Euh, à combien de kilomètres correspond une année-lumière? En arrondissant, évidemment, je te Ah, oh demande là pas. là, combien de kilomètres? Ouais. Tu m'as trouvé combien faisait une année-lumière, enfin une seconde Il lumière, faut que je pardon. sache combien il y a de secondes dans une année. J'ai le droit de chercher, non? Ah, vas-y, vas-y, vas-y. Euh, Ah, tu veux dire chercher en ligne, tu veux dire? Non, non, calculer, hein, Ah, calculer. calculer, je t'en Ah bah prie. non, non, chercher en ligne, c'est pas très drôle. 300 000 km secondes, donc il y a combien de secondes dans une année? 365 jours, fois 24, fois 3600, c'est ça? Mhm. Ça fait déjà 31 millions et demi. Ah ouais, non, mais, non, mais c'est même pas, elle va pas calculer aussi puissant, ma 300 000. J'arrive à 9,46 puissance 12. Ouais, bah, c'est bien. Alors, on peut voir effectivement la différence de méthodologie, puisque Ah, la question a été posée à Eric Giacometti et Jean-Luc Bizien, qui eux se sont torturés l'esprit pour le calculer de tête. Je te laisse ah, apprécier le masochisme. c'est Voilà. Et donc, tu as eu l'intelligence d'utiliser une calculatrice. Je le salue. On est effectivement à 9 milliards et quelques. On arrondit généralement à 10 000 milliards de kilomètres. ouais. Voilà. Oui, Donc, parce ça que veut dire bon, mon épicier est un peu plus près, quoi. un peu plus près. Alors, tu vois, quand je te disais qu'effectivement, quand on regarde l'espace, les notions de proportion, de taille et d'importance bah, deviennent extrêmement relatives. Euh, je dis, voilà, Oui. on se bat, comme tu disais, on se bat pour quelques pixels. Je vais te poser une autre question, qui est pas plus simple d'ailleurs. Quel est l'âge de la Terre? Ah, c'est 4 millions et demi d'années. Ouais, bravo. 4,54, je crois. Exactement. Mais exactement. Enfin, pour l'instant, on l'évalue à 4,543 millions d'années. 4,543 milliards d'années, pardon. Bah, écoute, 4,54, bravo, superbe réponse. Avant-dernière question toute bête, qui a été le premier homme dans l'espace? Ah, c'est pas Yuri Gagarin? Ouais, absolument, Yuri Gagarin. Alors avec une particularité, c'est que suivant les critères de ce qui définit l'espace aujourd'hui, en fait, techniquement, il ne serait pas allé. Il serait allé trop bas. Ah, Ouais, c'est assez amusant. ah, On dit surtout de lui que c'est l'homme le plus malchanceux de la Terre, puisque il a réussi à faire X fois le tour de la Terre et de retomber en URSS, mais surtout, ce qui est quand même fou, c'est d'avoir été le premier homme dans l'espace et de mourir dans un accident d'avion. Ça, c'est, ouais. je trouve, une ironie du sort terrible. Dernière question, celle-là est extrêmement scientifique, tu vas voir. Qui dirige la base lunaire Alpha? Ah, le commandant Koenig. Bravo! Alors écoute, Eric Giacometti l'avait trouvé aussi vite que toi, ça m'avait pas surpris, mais tu vois, de ta part, donc tu as quand même été un peu marqué ou au contact des séries SF des années Bien sûr. 70-80, Cosmos Ouais. 1999. Ouais, Ah bah, c'était pas la meilleure série de cette époque-là, mais elle avait un côté un peu fascinant, cette volonté désespérée de coller à Star Trek, avec le recul, hein. À l'époque, je voyais pas du tout comme ça, mais avec le recul, m'a beaucoup amusé. Et puis, il y avait un côté, qui était dramatique, quoi, dans cette série. Ils faisaient tout le temps la gueule, tout était grave, ça allait jamais et tout. C'était assez fascinant quand j'étais gamin, de regarder ça, ouais. Et puis, il y avait pas d'action, quoi. C'était très ouais, lent, tout était dans les dialogues et tout. Donc je savais pas trop quoi en penser. J'étais un peu fasciné, un peu inquiet, et en même temps je m'emmerdais quoi, en regardant cette ouais. série. Voilà, c'est un mélange de sentiments un peu contradictoires. Ouais, mais je J'étais comprends très beaucoup bien. plus fan de Chapeau melon et bottes de cuir, tu vois. Ah oui, d'accord, bien sûr, mais Ouais. Mais bon, on quitte l'espace, évidemment. c'était un autre niveau. Alors Alexis, tu m'as donné l'idée de finir sur quelque chose. Tu as évoqué tout à l'heure un peu l'absurdité de certaines on va dire, des motivations humaines, notamment à faire la guerre, et tu es de nouveau un peu surexposé. Je préfère te prévenir. Je sais pas s'il y a une nouvelle lumière ou. Ouais. Il fait beau dans mon... Ah, d'accord. Je vais te lire un tout petit texte qui n'est pas très long,
qui a été écrit par Carl Sagan, que tu connais peut-être, qui est un astrophysicien américain, scientifique américain, qui a beaucoup fait pour la vulgarisation scientifique dans les années 70-80, qui a animé notamment une émission qui s'appelait Cosmos dans les années 80. Alors pas Cosmos 99, mais Cosmos tout Mm. court, où il faisait le point à l'époque sur nos connaissances sur l'histoire de l'humanité, l'histoire de la Terre, notre place dans l'univers. Et il se trouve qu'il a longtemps travaillé avec la NASA, notamment autour de la sonde Voyager, et qu'il a demandé à la NASA, arrivé au niveau de Jupiter, à tourner la caméra de Voyager pour faire une photo de la Terre. Et Ok. cette photo, on Selfie, l'appelle, quoi, c'est le premier selfie. c'est le premier selfie de l'ensemble de l'humanité, d'ailleurs. En plus, c'est pas vrai, parce que ça a été fait, alors d'aussi loin, oui, mais ça avait déjà été fait de la Lune, en fait. Tous des cosmonautes avaient pris en photo le lever de Terre. Mais là, c'est la première fois qu'on avait une photo aussi loin, et en fait, il y a un effet optique qui est assez bizarre, parce qu'on a un rayon de soleil avec un tout petit pixel bleu, en fait, qui est la Terre, perdue au milieu de l'univers. Et Carl Sagan a écrit un texte qui, pour moi, est le plus beau texte que j'ai jamais lu. Et Ah, j'aimerais quand avoir même. ouais, j'aimerais avoir ton Mm. point de vue là-dessus. Donc, en parlant de la photo, de ce point de vue lointain, la Terre ne peut pas sembler d'un intérêt particulier. Mais oui, attends, je vais pas te faire la totale. Pardon, j'ai la version longue. La Terre est une toute petite scène dans une vaste arène cosmique. Songez au fleuve de sang déversé par tous ses généraux et ses empereurs, afin que, nimbés de triomphe et de gloire, ils puissent devenir les maîtres temporaires d'une fraction d'un point. Songez aux cruautés sans fin perpétrées par les habitants d'un recoin de ce pixel sur les habitants à peine distinguables d'un autre recoin, comme ils peinent à s'entendre, comme ils sont prompts à s'entretuer, comme leurs haines sont ferventes. Nos postures, l'importance que nous nous imaginons avoir, l'illusion que nous avons quelques positions privilégiées dans l'univers, sont remises en question par ce point de lumière pâle. Notre planète est une infime tache solitaire enveloppée par la grande nuit cosmique. Dans notre obscurité, dans toute cette immensité, il n'y a aucun signe qu'une aide viendra d'ailleurs nous sauver de nous-mêmes. La Terre est jusqu'à présent le seul monde connu à abriter la vie. Il n'y a nulle part ailleurs, au moins dans un futur proche, vers où notre espèce pourrait migrer. Visiter, oui. S'installer, pas encore. Que vous le vouliez ou non, pour le moment, c'est sur Terre que nous prenons position. On a dit que l'astronomie incite à l'humilité et fortifie le caractère. Il n'y a peut-être pas de meilleure démonstration de la folie des vanités humaines que cette lointaine image de notre monde minuscule. Pour moi, cela souligne notre responsabilité de cohabiter plus fraternellement les uns avec les autres et de préserver et chérir le point bleu pâle, la seule maison que nous ayons jamais connue. Oui, oui, bah, c'est ce qu'on disait, c'est tellement banal de dire qu'on est contre la guerre et tout, que ça peut paraître naïf et dérisoire. Et en même temps, c'est peut-être le message le plus important qu'on puisse délivrer, parce que c'est tellement absurde de se battre, d'entraîner des milliers, des millions de morts pour des kilomètres, quoi. Quand on sait que des kilomètres, ça représente rien du tout à l'échelle de l'univers, mais rien du tout. Il y a une telle, et puis cette volonté moi, j'ai toujours fasciné par la volonté de convaincre des hommes. Tu vois, convaincre que ta musique est la meilleure, que ta musique est intéressante et qu'elle mérite d'être écoutée, que ton parti politique est meilleur, que voilà, on gagnerait beaucoup plus à ne pas convaincre et à essayer d'être convaincu ou de simplement comprendre l'autre, comprendre ses différences. Je pense que enfin, encore une fois, c'est un message humaniste à deux balles, hein, mais la volonté de convaincre, moi, je m'en méfie énormément. Les gens qui ont beaucoup de convictions, je m'en méfie énormément, même si c'est des convictions positives. Je pense il faut, on y gagne beaucoup plus, hein, on est beaucoup plus enrichi avec le contact de l'autre Ouais. quand c'est sous la base d'échange que quand on veut imposer, quand on va, enfin, je sais pas comment l'exprimer pour ne Mais pas être on vit une époque différent, où, mais, pour résumer ce que tu dis, on vit une époque où raisonner avec quelqu'un est devenu compliqué. Chacun essaye plutôt mm, d'imposer une espèce de point de vue à l'autre. C'est d'ailleurs très souvent l'origine des guerres.
tout bêtement, que Ouais. ce soit par idéologie, religion ou volonté territoriale, de revendication territoriale. Pourtant, l'univers, lui, les frontières, les langues, les couleurs de peau, il s'en fout complètement, hein. Ah Ça ouais, n'a, bien sûr, bien sûr. ça n'a absolument plus aucun sens une fois que tu commences à regarder en l'air. Déjà, ça en a pas beaucoup quand tu regardes pas le ciel, mais quand tu regardes l'espace. Et puis, un autre petit détail, mais alors celle-là, je te la livre pour la réflexion globale, peut-être qu'on en reparlera une autre fois et plus tard, mais on est tous sur un vaisseau spatial qui est lancé à pleine vitesse dans l'univers et il n'y a personne aux commandes. Ouais. Ah, est-ce qu'il y a vraiment personne aux commandes? Alors, pour l'instant, il y a Isaac Newton. Hmm. C'est encore ce qui s'en rapproche le plus, c'est un peu Albert Einstein. Mais au niveau de la planète, en tout cas, personne ne sait où on va, comment on y va précisément. Et on a peut-être autre chose à faire que de se fracasser les uns les autres. Plutôt essayer de comprendre, comme tu disais, comprendre les autres et puis peut-être continuer à aider nos scientifiques à avoir les moyens de comprendre un peu ce qu'on est, d'où on vient et où on va. Ça peut être intéressant. Ça me fait penser à une citation que j'ai répétée dans Et avec votre esprit. C'est de Louis Pasteur qui dit un peu de science éloigne de Dieu, trop y ramène. Ouais, Beaucoup y ramène. beaucoup Pyramène. Ouais. Ouais, Ben, c'est une très belle phrase qui est très, très intéressante. Et là, c'est un vaste sujet. Parce que nous, on ouais. nous demande souvent si, justement, en faisant de l'astronomie, on a perdu Dieu. Et tu dis, mais ça change sa perspective, mais ça ne l'éteint pas. Et beaucoup de scientifiques étaient et sont croyants. Ça n'interdit pas. Mais encore une fois, tu n'es pas obligé d'imposer tes croyances aux autres. C'est peut-être ça la grande Absolument. différence. Alexis, merci beaucoup de t'être prêté à un exercice Merci à toi, David. qui n'est quand même pas le tien à la base. Et c'est sortir de sa zone de confort et je t'en remercie. On va te souhaiter beaucoup de réussite, mais visiblement quand même, tu as l'air d'être, oui, d'être un peu, j'ai presque envie de dire, protégé par l'univers. Parce que combien de réussite dans ton parcours, c'est assez phénoménal. Et Merci. puis, on va suivre tout ça pour les années à venir.